famille de l'agriculture nous appartient et qu'il est obligatoire de la faire avancer. Et on confie un département tel que le département de l'agriculture, ce n'est pas chose facile. Et on ne pourra pas faire un changement avec un coup de bâton magique. Ça serait toujours avec des hommes et des femmes qui sont engagés, les coudes serrés qui peuvent avancer. Ça, c'est ma conviction personnelle par rapport au travail et à la mission qu'on m'a confiée. Donc, ce n'est pas une mission personnelle. La mission est partagée entre nous tous et chacun a peut-être un rôle à jouer et une pierre à apporter à la construction de ce département. Vous savez que nous avons un département grand, de par le nombre de personnes qui dépendent du secteur agricole et de par aussi le rôle que nous jouons dans l'économie nationale. C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est une mission difficile, en ce sens que les attentes des gens sont trop élevées par rapport au département, au moment où on a peu de moyens pour pouvoir faire les différents objectifs que nous recherchons. C'est vrai, je suis devant l'équipe, je suis un animateur d'équipe, mais je ne suis pas en fait le principal acteur. Donc les éléments qui constituent l'équipe, ce sont ces éléments-là qui contribuent à animer l'ensemble. Ça, c'est une conviction personnelle. Donc je pense que chacun a un rôle et j'attends de chacun que chacun joue son rôle dans l'œuvre de l'édification de cette famille de l'agriculture. Donc dans ce sens, nous avons la mission de mettre en œuvre un certain nombre d'indications qui sont données par les autorités de la transition. Notamment, on doit travailler dans le cadre du respect absolu de la souveraineté du Mali. Et quand on dit respect de la souveraineté du Mali, vous comprenez, il faudrait naturellement que nous puissions nous prendre en charge. Et la souveraineté, à part la partie sécuritaire, je crois que la partie alimentaire est importante et elle contribue à affirmer notre souveraineté nationale. Il faudrait que le Mali puisse choisir ses stratégies personnellement, sans influence. Donc le partenariat que nous devons mener dans le cadre de l'exécution de nos activités doit être fait de manière à ce que nous soyons libres dans nos choix, qu'on ne nous dicte pas ce que nous devons faire, mais que nous-mêmes on s'assume par rapport à nos besoins, par rapport à ce que nous voulons faire. Les intérêts vitaux des populations dans les prises de décision. Nous ne devons pas prendre des décisions qui ne s'appuient pas sur la volonté et le désir de la population. Je crois que ça, c'est un élément important et fondamental. On ne l'apprend pas au niveau de l'agriculture parce que nous encadrons un monde qui a des préoccupations et des préoccupations pressantes. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand tu es nommé ministre, il faut s'attendre aussi à des matchs. Je voudrais juste rappeler que nous avons trouvé un certain nombre de dossiers en instance que nous allons faire en sorte qu'on puisse les traiter diligemment. Les dossiers qui traînent. De l'autre côté, nous avons les recommandations issues aussi du Conseil supérieur de l'agriculture qui font partie des éléments importants sur lesquels nous allons certainement nous appesantir. Le Conseil supérieur, la 13e session du Conseil supérieur de l'agriculture a été tenue. Et il y a un certain nombre d'indications qui ont été données ou des recommandations qui nous concernent directement. Il s'agit d'intensifier le développement des filières agricoles par la mise en place des organisations interprofessionnelles fortes, représentatives et ouvertes sur le marché. Donc ça, c'est encore un domaine qui nous concerne. Nous avons la mission de donner un contenu à ce volet qui a été traité par le président. Ensuite, le suivi rapproché de l'évolution de la production cotonnière. Ensuite, le processus de gestion des 10% de la graine de coton destinée à la production de l'aliment bétail. J'en ai discuté avec M. Le Ségal. Je lui disais que la mise à disposition relève de nous. Maintenant, la distribution entre
usines qui traitent ces trucs et le produit ici aussi du traitement, ce n'est pas notre département qui va s'en occuper. Moi, je crois qu'il vaut mieux qu'on sorte de cette partie qui est un engrenage dangereux. Une chose est de mettre en place les 10%. L'autre chose, la distribution peut être faite au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, en rapport avec le ministère de l'Élevage et de la Pêche. Et lorsque le produit est mis à disposition, c'est le ministère de l'Élevage et de la Pêche qui doit pouvoir l'utiliser. Il y a la création des pôles de développement économique, et donc les agropoles qui ont commencé pour une véritable transformation de l'agriculture afin de faire bénéficier les populations des avantages liés à la création d'emplois, à l'amélioration des revenus et des conditions de vie des femmes et des jeunes en milieu rural. Je crois que ce programme-là a été lancé et il y a déjà une avancée par rapport à ce qui est fait. On va voir aussi ensemble qu'est-ce qu'il faut donner comme accompagnement pour que ce processus-là puisse être enclenché. Nous avons également l'installation et l'opérationnalisation des commissions foncières qui avait démarré depuis 2018. Moi, j'étais encore là avec le ministre Nango. Je crois que nous avons... il y a eu un certain nombre de commissions foncières qui ont été installées. Et au moment où je quittais, on était à 300 commissions pour si mes mémoires sont bonnes. Si c'est le cas, le reste des commissions, il faut diligenter leur mise en place. Parce que ce sont des instances d'intermédiation et d'anticipation sur les conflits entre les usagers par rapport aux ressources naturelles qui sont dans les territoires. Donc si nous sommes chargés de faire ça, il y a lieu qu'on y aille. Ensuite, il y a l'intensification de la recherche scientifique et la vulgarisation agricole par la mise en place de méthodes innovantes. Bon, de l'autre côté, on fait en sorte qu'on puisse associer le secteur privé au financement de la recherche et même de l'agriculture de façon générale. Vous voyez les partenaires maliens ou les ressortissants maliens qui sont à l'extérieur sont intéressés par faire des investissements ou des aménagements à l'intérieur. Mais le cadre n'est pas encore défini pour qu'on puisse leur indiquer la piste à suivre pour qu'ils puissent intervenir. C'est ça notre problème. Et je crois que la mission fondamentale de l'ATI, c'était de faire en sorte que les conditions puissent être favorables aux investissements étrangers, notamment les investissements qui viennent de nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Ils en ont envie. Moi, j'ai rencontré beaucoup lorsqu'on a signé la convention ici avec Zéa Group. Quand les gens ont vu, ils ont afflué. C'était un monde fou qui m'arrivait régulièrement pour demander de la terre. Malheureusement, l'ODRS n'a même pas de titre de propriété pour l'espace sur lequel il a été créé. Donc ça, c'est encore une limitation que nous avons. Et il faut que des choses comme ça, qu'on puisse évoluer et qu'on puisse faire un bon cadre pour que ceux qui ont de l'argent et qui veulent nous aider à aménager, qu'ils puissent avoir un cadre sécurisé pour pouvoir faire leur investissement. Donc, de l'autre côté, je crois qu'on a déjà les principes de travail qui sont définis, notamment la réunion de cabinet qui se fait tous les lundis à 9h ici. Bon, je crois que cette façon de travailler va continuer. On sera là tous les lundis à 9h. On va essayer d'être là à temps pour qu'on puisse analyser et discuter les différents dossiers qui sont soumis à notre appréciation afin qu'on puisse faire des recommandations pertinentes qui vont contribuer à l'amélioration des performances au niveau du secrétariat général et du gouvernement. Bon, il y aura également un agenda que nous allons mettre en place par rapport au suivi des projets et programmes pour savoir quels sont les projets et les programmes qui ont des difficultés. Et si on peut apporter peut-être notre pierre pour pouvoir les faire bouger, qu'on puisse également aider dans ce sens. Et on aura besoin aussi d'organiser des conseils élargis de cabinet par moment en fonction des thématiques du moment et en fonction des situations. Je crois à ce niveau-là, tout le monde pourra contribuer aussi pour nous aider à trouver les pistes de réflexion par rapport aux différentes questions. Il y a deux questions essentielles avec lesquelles je voulais clôturer. Il s'agit du dossier de la subvention des intrants.
ça pose énormément de problèmes. Et moi, je me dis, on a expérimenté une méthode pendant des années. Et chaque année, c'est les mêmes plaintes qui reviennent. Et chaque année, c'est les mêmes insultes. Chaque année, c'est les mêmes qualificatifs. On ne fait que tricher, on ne fait que voler l'État par rapport à la subvention. Bon, je dis, il faut que les gens comprennent d'abord le sens de la subvention. C'est l'État qui s'est engagé à prendre en charge une partie des coûts de production pour les producteurs. C'est dans le cas de l'allègement des charges que l'État s'est engagé à le faire. Mais cela ne veut pas dire que l'État devrait prendre la totalité des charges de production au niveau des producteurs. Ça, cette idée n'est pas comprise et moi je crois qu'il vaut mieux qu'on insiste sur cet aspect. Quand quelqu'un t'aide, il t'aide dans la mesure de ses possibilités. Mais aujourd'hui, la subvention est devenue un problème parce que l'État est lourdement endetté. Et chaque année, le niveau d'endettement augmente. Alors, puisque nous sommes là, moi je dis, comme on dit, quand tu avances, tu vas vers une fenêtre, on te donne un coup une première fois. Tu recules, deuxièmement, tu reviens encore, on te donne un coup. Mais s'il y a une autre fenêtre, je crois qu'il faut vérifier ailleurs. Bon, de mon point de vue, on devrait voir et analyser quelles sont les faiblesses et les forces du dispositif que nous avons mis en place pour la gestion de la subvention. Et à partir de là, essayer de proposer autre chose qui va faire moins de grincement de dents. Alors, à ce niveau-là, je crois que nous allons constituer peut-être des groupes de travail et de réflexion qui vont prendre en compte tous les acteurs et même des gens qui ont l'expérience et qui ont travaillé déjà dans ces domaines pour nous aider à la réflexion et aller vraiment à la mise en place ou à la proposition d'un nouveau système. C'est vrai que l'hivernage a déjà commencé. On ne peut pas changer ce qui est en place. Seulement, on va rapidement rencontrer les fournisseurs d'engrais pour les rassurer par rapport aux arriérés qui doivent être faits et demander leur accompagnement. Alors, d'ici la fin de l'année ou de la campagne, il faudrait qu'on enclenche déjà un processus de réflexion qui va nous permettre d'élaborer peut-être les termes de référence par rapport à la mise en place d'un nouveau système de distribution de l'engrais, de la subvention, et qui sera assorti qui va permettre d'associer tout le monde à cette démarche. Moi, je crois que c'est la meilleure formule. Et lorsqu'on va mettre quelque chose en place à laquelle tout le monde a participé, je crois qu'en ce moment, on peut sortir facilement quelque chose qui peut faire l'assentiment de tout le monde. Donc, c'est ça que je voudrais mettre en place. Et de l'autre côté, pour la subvention des équipements agricoles. Le problème d'équipement, c'est que j'ai été informé que l'équipement, il peut être donné à n'importe qui en cours d'opérationnalisation. Moi, je peux demander, je n'étais pas là au départ, mais je peux avoir ma part là-dedans, si j'ai une rentrée. C'est des choses comme ça que les gens racontent. C'est vrai ou pas, c'est pas ça qui m'intéresse, mais il faudrait que nous puissions définir un peu les critères d'accès à ces équipements. Hein? Et ensuite qu'on puisse définir aussi le mécanisme par lequel on peut accéder à l'équipement. Si on arrive à mettre quelque chose de traçable à ce niveau, je crois que lorsque les équipements vont être commandés au nom des individus avec les spécifications techniques qui sont données, à la livraison, on livre le plus proche possible des producteurs, au moins au niveau des régions. Quand à Sigassou, les gens font leurs demandes, à un moment donné, ils ont satisfait à toutes les conditions, ils sont retenus. Si c'est une herse, c'est mentionné devant eux. Et les commandes vont être faites au nom de la personne. Même si c'est l'État qui prend, on sait que ça va directement à Sigassou et au nom de telle personne. En ce moment, on n'aura plus de stock. Un aspect que j'avais oublié, c'est le problème phytosanitaire. Alors, il faut qu'on soit regardant sur cet aspect et que l'information régulière soit donnée par rapport à la situation phytosanitaire qui peut se présenter au cours de la campagne. Parce que l'un de nos ennemis, c'est vraiment les nuisibles. Soit c'est les oiseaux, les acridiens, ou alors les acides que nous avons vus l'année dernière sur le coton. Bon, il semble qu'on a trouvé une nouvelle molécule qui peut permettre de contrôler
la jacide, en tout cas dont l'efficacité est déjà prouvée. Donc il va falloir que nous soyons très regardants et qu'on dise la vérité par rapport à la situation de terrain. Donc voilà en gros les grandes orientations que j'ai pour le moment et à la prise de service et les choses sur lesquelles nous allons certainement travailler ensemble. Mais ce que je demande aux collègues, c'est de faire en sorte que l'accompagnement ne puisse pas faire défaut. Et comme la plupart d'entre vous me connaissent, alors ma porte est ouverte. Je n'ai vraiment pas de problème par rapport à cet aspect.